podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. La deuxième étape de Paris-Nice aujourd'hui. Et c'est l'étape qui assurément se terminera au sprint parce qu'elle est quasiment toute plate. Alors il y a quand même 3 côtes de 3e catégorie à franchir. Mais elles sont à chaque fois très courtes et pas très pentues. Elles font 1 km à 5, 6 ou 7%. Et ça sera très certainement pour les échapper parce qu'elles sont situées dans la première moitié de course. Le final, lui, est complètement plat avec le sprint intermédiaire situé à environ 40 km de l'arrivée. Une étape de 187 km où il n'y a pas trop de vent, donc on n'a pas trop non plus de risque de bordure. Donc vraiment, rien ne devrait empêcher un sprint massif aujourd'hui. Et tous les sprinteurs qui sont là et qui savent qu'ils n'auront pas beaucoup d'opportunités, d'autant plus qu'il y en a déjà eu une hier et c'est Luc Lamperti qui l'a remporté. Tous ceux qui n'ont pas gagné, c'est aujourd'hui ou quasiment jamais. Luc Lamperti, avec son maillot de leader, il tentera encore une fois d'aller chercher la victoire, évidemment. Mais face à lui, il y aura Pascal Ackermann, il y aura Phil Bauhaus, il y aura Binyam Girmay, Milan Fretin, Casper Van Hunden, Alberto Dainese, Kesbol, ou encore Jensen Plowright, Milan Menten, le français Emmanuel Oukou de la Pinarello Q36.5, Rick Pluimers pour la Tudor. Bref, du monde qui sera intéressé pour aller chercher la victoire aujourd'hui dans le sprint qui s'annonce. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Le kilomètre 0, est-ce qu'il y aura des motivés pour l'échapper, notamment pour ce classement de la montagne, avec une première ascension qui a lieu assez rapidement, au bout de 30 km. Et là, on a un premier attaquant, coureur de la Jayco Alula. C'est l'Allemand Jascha Soeterlin là, qui est parti tout seul. Premier attaquant du jour. On espère qu'il sera rejoint quand même par quelques coureurs pour ne pas se lancer dans une mission complètement suicide. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, là, les chances d'aller au bout pour l'échapper sont encore plus moindres que d'habitude. Allez, il ne sera pas tout seul. Il ne sera pas tout seul, Jascha Soeterlin. Il y a un trio qui est parti en contre et qui vient de le rejoindre avec un duo de la Total Energy, Matteo Verché et Mathis Lebert. Mathis Lebert, il était déjà en échappée hier et se battait pour le maillot de la montagne. Problème, Casper Pedersen, le porteur de ce maillot de meilleur grimpeur, est venu avec eux, le coureur de la Soudal Quick-Step, qui veut défendre clairement ce maillot. Et du coup, on a un duel qui s'annonce là entre Lebert et Pedersen sur les 3 ascensions du jour. Parce que voilà, les 4 coureurs ont rapidement pris 2 minutes d'avance là. Le peloton qui les a tranquillement laissés partir. Personne d'autre qui n'a vraiment tenté de sortir. Du coup, ça s'est fait rapidement. On est parti depuis 5 km, 4 hommes en tête. Et le scénario de la journée est déjà en place. Ah là là, il y a des mouvements qu'on ne comprend pas. Jascha Soeterlin qui se relève. Alors que ça a été pourtant lui le premier attaquant du jour qui était parti tout seul. Et là, au bout de 15 km, finalement, son équipe qui a dû lui dire allez, laisse tomber, de toute façon ça ira pas au bout. Jayco Alula, ils ont un bon sprinter avec Pascal Ackermann, donc l'objectif du jour c'est pas l'échapper, c'est le sprint. Et du coup, on l'a probablement rappelé. Alors Jayco Alula, équipe offensive, hier ils avaient 2 coureurs dans l'échappée avec Durbridge et Gamper. Aujourd'hui ils avaient mis Soeterlin, mais finalement Soeterlin qui se relève. Et on a donc plus que 3 hommes en tête avec les coureurs de la Total Energy, Verché Lebert et avec Casper Pedersen. On va arriver au sommet de la première difficulté du jour, la côte des Ménules. 1 km à 5% de moyenne. Mais on l'a bien vu hier, Casper Pedersen, en sprint, il est bien plus puissant que Mathis Lebert. Et malgré la présence de Matteo Verché pour l'aider, on voit pas bien ce que Mathis Lebert va pouvoir faire encore une fois. C'est parti. Et Pedersen est largement au-dessus. Il passe en tête, il prend 3 points. Il accentue son avance. Mathis Lebert qui passe en 2e position. Matteo Verché en 3e. Derrière le peloton qui, ça y est, s'est mis à rouler avec encore une fois la NSN Cycling Team. L'équipe de Binyam Girmay qui est la première à prendre les choses en main, qui maintient un écart autour des 2 minutes 20 avec les hommes de tête qui vont désormais devoir rouler pendant 50 km avant d'arriver à la 2e difficulté du jour, la côte de Villeconin. Un nouveau kilomètre seulement d'ascension à 6%. Et je me demande bien comment Mathis Lebert va pouvoir faire pour tenter de battre Casper Pedersen là, dans ces sprints qu'il se dispute au sommet de ces difficultés. Ils étaient 4, puis ils étaient 3, et puis ils finiront à 2. Peut-être même que ça finira tout seul pour l'un d'eux. Parce que c'est au tour de Matteo Verché de lâcher, de se relever. Je pensais qu'il aurait été là pour travailler un peu plus pour Mathis Lebert, mais finalement il se relève et du coup on a les 2 coureurs là qui se battent pour le classement de la montagne. Et heureusement qu'ils sont là, ils nous animent la course. Mathis Lebert et Casper Pedersen qui travaillent ensemble tout en étant à la fois de très sérieux adversaires.
parce qu'ils ont le même objectif, le maillot de meilleur grimpeur. Pour l'instant, Casper Pedersen a 12 points, Mathis Lebert en a 10. C'est donc serré. Et il n'y aura plus personne, que ce soit pour les aider ou les gêner, parce qu'ils sont en mano à mano désormais, à la fois pour maintenir le peloton à distance, qui est toujours pointé à 2 minutes 20, et pour ensuite se batailler pour les points de la montagne. Et le sommet de la côte de Vilconin. Et on va revoir le même scénario, voilà, avec Casper Pedersen, bien plus fort que Mathis Lebert dans ses sprints au sommet, qui va prendre 3 nouveaux points. Lebert qui en prend 2. Les deux hommes qui ont toujours 2 minutes d'avance en gros sur le peloton, toujours mené par la NSN Cycling Team. On est à un peu plus de 100 km de l'arrivée. L'étape est sans surprise assez tranquille. On a le temps de faire un focus. Et ben on va s'intéresser à ce Casper Pedersen, puisque c'est le coureur qu'on voit le plus depuis le début de ce Paris-Nice, le Danois de la Soudal Quick-Step de 29 ans, qui a couru dans plusieurs équipes de niveau continental avant de rejoindre la Sunweb en 2019. La Sunweb, c'est l'actuel Picnic PostNL. Et c'est en 2023 qu'il a rejoint l'équipe belge de la Soudal Quick-Step. 3 victoires en carrière pour Casper Pedersen. Une étape du Tour du Danemark en 2017. Il a remporté Paris-Tour en 2020. Et la classique de Figueira, une classique portugaise en 2023. Donc voilà, aucune victoire par exemple au niveau World Tour pour Casper Pedersen. Un coureur assez complet, bon contre la montre, bon en sprint, bon aussi dans les étapes un peu vallonnées. Un peu bon en tout, mais excellent en rien, j'ai envie de dire, pour Casper Pedersen. Voilà, très bon coureur, mais qui gagne peu. Parce que toutes les étapes ont un peu son profil, mais il y a toujours quelqu'un meilleur que lui. Donc là, il s'essaye dans les échappées, d'aller chercher un maillot distinctif de meilleur grimpeur. Il le fait très bien. Coureur qui a fait 3 fois le Tour de France et 3 fois la Vuelta. Il a fait 3e d'une étape du Tour de France. C'était en 2021. Une échappée qui était allée au bout, mais qui avait été remportée par Matej Mohoric. Et puis on l'a aussi pas mal vu sur les monuments. 4 fois Paris-Roubaix, 4 fois Milan-San Remo, 3 fois le Tour des Flandres et 1 fois Liège-Bastogne-Liège. Pas loin du top 10 sur Milan-San Remo en 2024. Il avait fait 13e, ce qui est un très bon résultat pour Casper Pedersen, qu'on avait vu déjà cette saison en Australie sur le Tour Down Under, qu'il avait traversé de manière assez anonyme. Il est beaucoup moins anonyme sur ce Paris-Nice, 2e jour à l'avant. Et pour l'instant, il passe au sommet de toutes les difficultés dès qu'il en a l'occasion. Il en reste une à passer, c'est la côte du Pressoir. Ça sera dans une 30aine de kilomètres. Il devrait aller chercher 3 nouveaux points, parce que Mathis Lebert est bien impuissant face aux Danois pour le devancer à chaque fois dans ses arrivées. Allez, la dernière, arrivée au sommet. Mathis Lebert qui n'a pas réussi à se défaire de Casper Pedersen. Et encore une fois, il se fait devancer terriblement, Mathis Lebert. Casper Pedersen qui accélère, qui passe avec 20 mètres d'avance. 3 points de plus pour Pedersen, 2 pour Lebert. Est-ce que ces deux coureurs vont insister? Parce qu'ils étaient clairement là pour les points de la montagne. Et là, il n'y en a plus. Il reste un sprint intermédiaire. Mais je ne pense pas que ça les intéresse. Et vu qu'en plus, ils ont comme objectif de remporter ce maillot à poids, il faut être frais. Je les vois mal insister, d'autant plus que l'écart est assez faible. 56 secondes. Les deux coureurs qui se font une petite poignée de main. On va voir s'ils vont insister, mais j'y crois assez peu. Ouais, voilà, ils ont assisté un petit peu, ils ont roulé encore 10-15 km. Une fois que le peloton était revenu à 30 secondes, ils se sont tranquillement relevés sans vraiment le montrer de manière trop ostentatoire. Mais ils sont repris à environ 60 km de l'arrivée. Et du coup, il va y avoir un moment intéressant. Là, ça va être le sprint intermédiaire. Parce qu'il y aura 6, 4 et 2 secondes à prendre pour le peloton, du coup, puisqu'il n'y a plus d'échappée, ça y est. Et probablement que les coureurs du classement général vont peut-être tenter d'aller les chercher parce que 6 secondes, c'est pas rien, surtout sur un Paris-Nice où parfois ça se joue à pas grand-chose. On verra peut-être aussi les sprinteurs aller tenter de le faire pour prendre des points pour le maillot de meilleur sprinter. On va voir comment il va se dérouler ce sprint qui arrive dans une vingtaine de kilomètres. Allez, on approche de ce sprint et on voit des équipes intéressées. La Lidl Trek qui aime amener Ayuso, mais on voit aussi la Lotto qui elle aimerait amener Vito Brett, qui se bat à la fois pour le classement de meilleur sprinter et puis peut-être aller prendre le maillot de leader ce soir au jeu des bonifications. On voit Lineos aussi plutôt bien placé. Est-ce qu'on va essayer d'amener Oscar Only? Et Luc Lamperti qui est dans la roue de Vito Brett qui va aussi aller le faire. Et du coup, ça va compliquer bien sûr les affaires de Juan Ayuso et compagnie. Allez, c'est parti avec Vito Brett qui le lance. Lamperti dans sa roue et Ayuso qui fait aussi un très gros sprint qui va. Pour l'instant, c'est Vito Brett qui passe en tête. Et ensuite, c'est soit Ayuso, soit Lamperti. Il s'est battu avec les sprinters, Ayuso. On avait aussi Ivan Romeo pour la Movistar qui a tenté de le faire, mais qui va prendre la 4e place. Mais voilà, Juan Ayuso qui l'a fait à fond et qui a réussi à prendre soit 4, soit 2 secondes. Les autres coureurs du classement général
ne l'ont pas fait. Ils ont dû être contents de voir au moins Vito Bret et Luc Lamperti se battre pour aller prendre des secondes, empêcher que Ayuso n'en prenne 6, parce que voilà, Vingegaard n'était pas du tout impliqué. La Ineos Grenadier était aussi bien placée, mais ne s'est pas non plus finalement immiscé dans ce sprint. Et allez, là, c'est confirmé avec la deuxième place pour Juan Ayuso sur ce sprint intermédiaire qui reprend donc 4 secondes, qui va être content. Et puis Vito Bret aussi va être content, puisque en prenant 6 secondes, et Lamperti qui n'en prend que 2, et ben les deux coureurs qui sont désormais ex-aequo. Autant il a repris les 4 secondes de retard qu'il avait au départ de l'étape. On va attendre l'arrivée pour savoir qui sera le nouveau leader. Mais voilà, du bon travail pour Vito Bret qui se bat pour tenter d'aller chercher ce maillot de leader. Bon, et puis sinon, à part ce sprint là qui a un petit peu énervé le peloton, c'est très tranquille. Hein. Là, le peloton va à 40 km/h. On voit les Visma, les Emirates qui sont en queue de peloton, qui limite ne pédalent pas parce qu'il y a un petit vent de face. Donc ils sont tous protégés à l'arrière. Ça discute, c'est tranquille, c'est un moment un peu de repos là pour le peloton depuis une vingtaine de kilomètres, depuis qu'on a repris les échappées. Et je pense que ça va durer encore comme ça pendant un petit moment, parce qu'on est encore à 45 km de l'arrivée. Et donc il n'y a pas encore de raison de s'énerver pour le peloton, pour les équipes de sprinteurs. On est relax. Blizzard Entertainment presents Midnight, the newest expansion for World of Warcraft. Midnight calls every hero home to Azeroth. All paths lead to this moment. Xalatath rises, the Void follows, and the Sunwell stands in peril. Raiders, explorers, storytellers, newcomers, and legends alike. This is your world, your story, your moment. Because Azeroth is home, and home is always worth fighting for. Available now at worldofwarcraft.com. Et attention, là, malgré le rythme tranquille, même peut-être à cause du rythme tranquille, il y a une chute à l'arrière du peloton avec pas mal de coureurs de la Decathlon et des coureurs de la Pinarello Q36.5. Il y a un coureur de la Total Energy, Sandy Dujardin, qui reste au sol. C'est peut-être lui qui s'est fait le plus mal. On a aussi Phil Baos. Phil Baos pour la Bahrain Victorious. Alors ça, c'est le coup dur parce qu'évidemment, c'était l'étape pour lui, Phil Baos. Et il a du mal à se relever. C'est aussi le cas de Kesbol pour la Decathlon CMA-CGM. Lui aussi, c'était l'étape du jour pour aujourd'hui. Kesbol, ça repart, mais Phil Baos, il a l'air de s'être fait très mal quand même. C'est aussi le cas pour Sandy Dujardin. Et voilà, le rythme très tranquille. Et même quand on roule que à 30 km/h, quand on tombe sur le bitume, ça fait très mal. Et aussi, quand on est trop tranquille, on est un peu moins vigilant. Et là, ça n'a pas raté. Là, l'accrochage en queue de peloton qui a pris quand même pas mal de coureurs, dont quelques sprinteurs importants comme Phil Baos et Kesbol. Il y a aussi Nicolas Prodhomme qui a été tombé, qui est pris dans la chute, coureur également de la Decathlon CMA-CGM, tout comme Eddie Dunbar, le leader de la Pinarello. Voilà d'autres coureurs importants pris dans cette chute qui sont maintenant tous repartis. Il va falloir un petit peu travailler quand même pour rentrer dans le peloton qui heureusement va doucement. On est encore à 31 km de l'arrivée et quand le peloton va accélérer, là aussi ça sera très nerveux et il y aura des risques de chute. Ah tiens, un coureur qui décide de réveiller un peu le peloton en mettant une attaque, c'est le très bon rouleur Dan Houle, coureur de la Decathlon CMA-CGM, qui réveille un peu tout ça immédiatement. La NSN et la Tudor aussi aux avant-postes du peloton qui accélère légèrement le rythme. On le prend au sérieux, Dan Houle, c'est un très bon coureur. S'il se permet d'attaquer, c'est aussi parce que tout le monde est rentré dans le peloton, et notamment son sprinter Kesbol et son leader Nicolas Prodhomme. Et peut-être qu'on lui a dit du coup que comme Kesbol était un petit peu amoché, il avait le droit d'attaquer. Il est parti, Dan Houle, on est à 20 km de l'arrivée. Il a 7 secondes d'avance désormais. Ça paraît impossible de le faire, mais pourquoi pas, parce que le final en plus est un petit peu technique avec pas mal de virages, des ronds-points, un homme seul. Un petit avantage sur le peloton, mais tout petit bien sûr, parce qu'il est seul contre 150 coureurs qui le poursuivent. Et attention, c'est retombé là encore, avec pas mal de coureurs pour l'Alpecin Première Tech. On a aussi Nikias Arndt pour la Bahrain Victorieuse, qui était plutôt le lanceur de Phil Baos. Je ne crois pas que Jesse Plowright soit parmi ceux qui sont tombés, mais il y a au moins 3 coureurs de l'Alpecin qui ont été pris. Encore une fois, c'est un accrochage en arrière de peloton. Et là, c'est pas à cause du rythme tranquille, parce que là, ça roule fort, et notamment la NSN. 6 coureurs de la NSN en tête du peloton qui roulent très fort. Pour revenir sur Dan Houle, qui petit à petit s'est envolé. Enfin, s'est envolé. Là, je me suis emballé. Il a 22 secondes d'avance, Dan Houle. Mais on le prend très au sérieux, ça roule. Pour le rattraper, on est désormais à 14 km de l'arrivée. Et là, tout à l'heure, ceux qui sont tombés, ils ont pu rentrer facilement parce que ça roulait tranquille. Pour cela, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué parce que ça roule fort. Et résiste admirablement. Dan Houle, il a toujours 20 secondes d'avance à 5 km de l'arrivée.
Alors que pourtant, il y a beaucoup d'équipes, et bien sûr, impliquées dans la poursuite. Là, tout le monde remonte son sprinter. L'IF de Luc Lamperti, le maillot jaune, très bien placé. La Tudor de Rick Plumers. La NSN de Binyam Girmay a un petit peu reculé. On a les Picnic Pastenel de Casper Van Houten qui sont bien placés. La Red Bull de Laurens Pitty qui est en train de remonter. Beaucoup de coureurs intéressés. On a le jeune français là, de la Pinarello Q36.5, Emmanuel Oukou. Il se bat tout seul, mais il est dans les premières positions lui aussi. La Cofidis de Milan Fretin. L'Ineos qui travaille très certainement pour Samuel Watson. La Jack Olu là pour Pascal Ackermann aussi, qui est bien placé. Voilà, il y a pas mal de petits zigzags là qui sont assez dangereux. Faut passer par des trottoirs, même pour quelques coureurs là. C'est assez chaud. Hein, et le peloton qui de coup s'est étiré d'un coup. Danoul toujours en tête. Il a plus que 10 secondes toutefois. Il reste 2 km 500. C'est la Red Bull Bora Hansgrohe qui est la mieux placée. Avec 4 coureurs dans les 5 premiers. Et l'IF de Luc Lamperti qui aussi est pas mal. On a Clément Russo pour la Groupama FDJ bien placé. Matteo Trentin pour la Tudor qui pourrait peut-être aussi faire le sprint. Samuel Watson qui est aussi là aux avant-postes. Il n'a plus trop d'équipiers avec lui, Watson. Vito Brett aussi qui est là pour la Lotto. Et ils sont en train petit à petit de revenir sur Danouleux. Plus que 5 secondes, 1 km 700 de l'arrivée. C'est un très bel effort qu'il fait Danouleux, mais c'est évidemment quasiment impossible. En tout cas, il sera chaud pour le chrono par équipe de demain. Danouleux, il aura bien échauffé les jambes là. On a toujours l'IF et la Red Bull qui sont les deux équipes les mieux placées, les mieux représentées à l'avant. Genset Prowide pour l'Alpecin Première Tech a aussi quand même un équipier avec lui. L'XDX Astana qui est aussi là, probablement pour Mac Tennyson. La Soudal Quickstep qui apparaît aussi à l'instant là. Probablement pour Jasper Stuyven peut-être. Et juste au moment où on reprend Danouleux, ça y est, on est à 800 mètres de la ligne et ce sont les Soudal Quickstep, qui sont en tête pour lancer Jasper Stuyven, qui a Trentin dans sa roue. L'équipe Astana qui a 2 coureurs aussi pour Max Canter. Non, c'est Max Canter qui va faire le sprint, qui est le seul à avoir un équipier. Luc Lamperti est dans la roue de son équipier, mais il est un peu gêné. Et c'est parti avec Max Canter, qui est le premier à lancer. Il a Laurens Pitty dans sa roue. Est-ce que Max Canter va tenir jusqu'au bout? Laurens Pitty qui est en train de le remonter, mais ça va être pour Max Canter, oui. La victoire pour Max Canter. C'était pas le plus attendu des sprinteurs. Il devance Laurens Pitty qui remontait, mais qui n'a pas réussi à le dépasser. Et un peu comme hier, c'est le coureur qui avait un équipier qui l'a lancé. Et une fois qu'il a lancé, personne n'a pu le rattraper. Hier, c'était Marit Van Den Berg qui avait lancé Luc Lamperti. Et personne n'a pu le remonter. Et là, c'est pareil. On avait 2 Astana aux 500 derniers mètres. Probablement Mac Tennyson qui a lancé Max Canter. Et ensuite, personne qui n'a pu le remonter. Et là, encore une fois, le peloton qui arrive, pas du tout groupé. Il s'est passé quelque chose dans le final. Il y a encore eu un ralentissement que l'on n'a pas vu. Mais il n'y aura évidemment pas de temps de perdu pour tous ces coureurs qui arrivent là au compte-gouttes. Je pense pas qu'il y ait eu une chute, mais il y a encore eu un petit problème. Allez, on revoit le ralenti avec bel et bien Mac Tennyson qui lance Canter dans sa roue. Il a Laurens Pitty qui frotte avec Stan Friedheim pour l'UNOX. Et Laurens Pitty qui remonte petit à petit, mais qui ne parviendra qu'à la moitié de la roue de Max Canter. Derrière la lutte pour la 3e place avec Jasper Stuyven, avec Luc Lamperti. Et avec Dorian Godon, pour Ineos, le maillot de champion de France, qui remontait fort, mais qui doit faire 5e. À noter que Binyam Girmay n'était pas du tout là dans ce sprint. Il y a un coureur de la NSN qui fait le sprint, mais c'est pas Girmay. Et voilà, le plateau de sprinteurs était assez ouvert parce qu'il n'y avait aucune des grandes stars du sprint. Et après Luc Lamperti, c'est pas un des top sprinteurs. Et c'est une petite surprise. Ça sera lui aussi la plus belle victoire de sa carrière pour Max Canter, l'Allemand de l'XDX Astana Team. Son palmarès n'était pas bien grand avant ça pour Max Canter, l'Allemand de 28 ans. Une étape du Tour de Turquie en 2024 et la Famenne Ardennes Classique en 2025. Voilà ses 2 seules précédentes victoires professionnelles. Autrement dit, cette étape de Paris-Nice se place bien au-dessus du lot. Souvent placé quand même, Max Canter, mais très rarement vainqueur pour un sprinter. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Parfaitement amené par Michael Tennyson. Il va chercher la victoire. Il devance Laurens Pitty, qui revenait bien, mais qui n'a pas pu le remonter, le coureur de la Red Bull Bora Hansgrohe. La 3e place pour Jasper Stuyven de la Soudal Quickstep. Dorian Godon, lui aussi, est revenu sur le côté libre de la route pour prendre la 4e place juste devant le maillot jaune. Luc Lamperti, 5e. Suivent Rick Plumers, le duo Lewis Askey et Tom Van Asbroek pour la NSN Cycling Team, mais pas de Binyam Girmay. Je ne sais pas bien ce qui s'est passé là. Ils se sont ratés alors qu'ils ont travaillé toute la journée pour l'Érythréen.
Et puis ce sont Clément Russo pour la Groupama FDJ et Anthony Turgis pour la Total Energy qui complètent le top 10 devant 2 autres Français, là, Emmanuel Oukou et Brian Cocard. Déception pour Ackermann, seulement 14e. Jensen Purwhite, seulement 20e. Phil Bauhaus et Casebolt n'ont pas pu faire le sprint, pas plus que Binyam Girmay, qui était absent de l'emballement final. A noter que Casebolt, oui d'ailleurs, il a dû se faire mal quand même, parce qu'il termine tout seul à 7 minutes et 6 secondes du vainqueur, 5 minutes derrière l'avant-dernier. Donc il a réussi à finir, mais suite à sa chute, il s'est fait mal. On va voir s'il sera là demain sur le chrono par équipe. Au classement général, c'est Luc Lamperti qui reste leader, dans le même temps que Vito Brett, mais avec une meilleure addition des places. Laurens Pitty est 3e de ce classement à 6 secondes. Puis on retrouve des coureurs à 8 secondes avec Steven, Luis Aular, Juan Ayuso qui a donc pris 4 secondes de bonif aujourd'hui et Casper Pedersen. Luc Lamperti, leader du classement par points également devant Vito Brett et Max Kanter. Casper Pedersen à 18 points au classement de la montagne devant ce Mathis Lebert, 14 points. Derrière, c'est Max Walker qui est 3e mais qui n'a que 3 points. Luc Lamperti, évidemment, toujours également meilleur jeune devant Laurens Pitty et Juan Ayuso qui concourt encore dans cette catégorie. Demain, c'est une étape très importante, voire même primordiale. Le chrono par équipe, l'occasion pour l'Ineos Grenadier qui a un collectif très fort et pour la Visma Isobike de frapper un grand coup et de prendre du temps à un Juan Ayuso qui a une bonne équipe quand même avec la Lidl Trek mais qui semble un petit peu en dessous. Et puis pour les autres coureurs, ça va être compliqué. Il faudra essayer de limiter la casse pour la Movistar, pour la Bahrain Victorious, pour la Decathlon, la Groupama, la Tudor. On verra aussi ce que serait capable de faire la Team Emirates de Brandon McNulty, qui peut-être pourront aussi faire une bonne performance. En tout cas, il pourrait y avoir des gros écarts peut-être sur ce chrono qui ne sera pas très long, 24 km. Mais entre des effectifs qui ont plusieurs gros rouleurs et d'autres beaucoup moins, ça peut faire des gros écarts. On verra ça demain sur la 3e étape de Paris-Nice. Salut à tous, salut à toutes.